Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le 45e Hub Keran. Qu'est-ce que c'est un hub? C'est un temps de partage, d'inspiration, de réflexion, de débat entre nous aussi, avec quelques invités extérieurs qui nous font l'amitié de venir partager leur vision, leur pratique, leur regard sur une question qui nous préoccupe. Et puis, on mobilise aussi des collègues qui viennent, fort de leur expertise, partager aussi leur vision sur cette question. Ces hubs s'adressent en priorité, on va dire, aux équipes de Keran, parce que c'est un temps qui leur est dédié pour nous créer à la fois un socle de culture commune sur des questions, un moment de prospective et de réflexion un petit peu privilégié. Mais on est très heureux d'ouvrir ces hubs aussi à nos partenaires proches, à ceux dont on considère qu'ils font partie de notre écosystème et avec lesquels on est d'une certaine façon en famille pour aborder ces questions-là. Alors, aux origines du sujet qui nous réunit aujourd'hui, lâcher prise dans la maîtrise, il y avait une interrogation qui concernait le rapport à ce mot, la maîtrise, qu'on retrouve partout dans notre quotidien professionnel, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, assistance à maîtrise d'ouvrage, et puis qui se décline dans ce vocabulaire aussi, souvent sous l'angle du cahier des charges, du programme, de la conformité, et avec un champ lexical qui dit beaucoup d'un besoin de contrôle et d'un besoin de maîtriser l'objet dont il va être question à travers souvent des marchés publics, même si on peut retrouver ça aussi dans des marchés privés. Et cette question de la place de la maîtrise nous a interrogés, et donc on s'est réunis avec donc les personnes qui sont ici présentes pendant à peu près 1 an et demi pour débattre entre nous, réfléchir, créer une base commune de questionnaires et interroger aussi dans notre environnement professionnel un certain nombre de praticiens pour savoir quel était leur rapport à la maîtrise. De ce travail-là, on a tiré une contribution sous forme d'un article qui a été publié le mois dernier dans une revue de l'Université de Québec qui s'appelle Economia Humana, donc une revue de l'UQAM, et qui s'intéresse, essaye de compiler à la fois nos réflexions, nos inspirations, les sources qu'on a été chercher pour alimenter cette réflexion sur notre rapport à la maîtrise et peut-être aussi sur la place que pourrait avoir une forme de lâcher prise. Derrière ça, ce que vous pouvez peut-être retenir en préambule, c'est la question de savoir si la règle du jeu, la place qu'aurait la maîtrise dans la façon dont on fait projet aujourd'hui, conditionne le résultat. Est-ce que si on faisait un jeu différent, est-ce que si on changeait, si on modifiait la règle du jeu, ça nous permettrait de faire autre chose? Est-ce que cette autre chose, potentiellement, serait... donc, pour démarrer, on va s'intéresser maintenant aux personnes qu'on a réunies aujourd'hui, en commençant par toi, Amandine. Donc, Amandine Millet, qui est chef de projet chez Groupe 8, qui part bientôt explorer de nouveaux horizons. Je te propose de nous dire quelques mots. Quel est ton rôle aujourd'hui chez Groupe 8? Et puis de nous dire peut-être en quoi la question qui nous réunit aujourd'hui résonne pour toi. Donc, bonjour à tous, je suis Amandine Millet, je suis chef de projet et experte en adaptation au changement climatique chez Groupe 8. Pour ceux qui ne connaissent pas Groupe 8, c'est une société du groupe Keran et on travaille dans la planification territoriale et urbaine dans les pays du Sud global. Donc, à titre personnel, de manière générale, on intervient plutôt dans des contextes géographiques et culturels qui sont variés. Et moi, dans mon travail, j'ai un intérêt plus particulier pour les milieux côtiers. Ces dernières années, j'ai travaillé sur d'un projet de résilience urbaine à Nuku'alofa au Pacifique. Donc, à titre, dans
je navigue à la fois sur de la gestion de projet, je fais aussi l'expertise. Et selon le rôle que je vais avoir, ma relation à l'imprévu va être un peu différente. Quand je fais de la gestion de projet, je vais plutôt avoir envie de maîtriser cet imprévu parce que j'ai un projet que je dois rendre en temps et en heure et dans un budget qui m'est imparti. Par contre, quand je travaille sur mon expertise, ma relation à l'imprévu, elle est complètement différente parce que l'imprévu, pour moi, dans le champ d'adaptation, c'est ma matière première. Euh, Elle est incontournable et fait partie de ce champ d'adaptation. Et pourquoi? Tout simplement parce que le changement climatique, on sait à peu près ce qui va devenir et ce que c'est et ce que ça représente pour nous dans le futur, mais par contre, on ne sait pas quand, comment et quelle va être l'intensité des événements climatiques et quels vont être les impacts sur nos systèmes. Et donc, en fait, l'adaptation, ça nécessite de se projeter dans un futur, d'essayer de l'imaginer, d'essayer de comprendre ces imprévus par la réalisation de scénarios plausibles. Et on va essayer de proposer des actions qui nous semblent les plus appropriées pour aujourd'hui et pour demain. Et ce que je voudrais rajouter également, c'est que l'adaptation au changement climatique intègre l'imprévu comme quelque chose pouvant être négatif, mais comme quelque chose qui peut être aussi positif et qui peut générer et des opportunités pour nous et pour nos sociétés. Merci beaucoup, Amandine. On passe à toi, Camille. Camille, tu travailles pour une filiale de la Caisse des dépôts et de SNCF Immobilier qui s'appelle TTU, Toit temporaire urbain. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus, nous parler de ton métier, de ton expertise, finalement, en quoi elle consiste et quel est ton rapport personnel à cette question de la maîtrise et du lâcher-prise? Merci Yann. Donc moi, j'ai toujours travaillé en maîtrise d'ouvrage de projets urbains dans des SEM, dans une filiale de la Caisse des dépôts qui s'appelle ICAD. Et aujourd'hui, je travaille sur la question de l'urbanisme transitoire. Et j'ai souvent appris qu'en matière d'aménagement urbain, il importe au départ de mettre la barre assez haute en termes de qualité, en termes d'ambition, parce que généralement, dans le cours d'un projet, les choses se dégradent et on essaie, tant que faire se peut, de se hisser sur cette barre un peu haute qu'on aurait mise au début. J'ai eu l'occasion de diriger un projet d'aménagement qui est la reconversion des entrepôts McDonald's à Paris dans le 19e, qui était la reconversion d'un entrepôt qu'on a transformé en 1200 logements, des commerces, une école, etc. Et ce projet-là, on avait souvent tendance à dire, on a posé le cadre, on a défini le programme, on a le calendrier, on a les éléments financiers, et maintenant on va négocier à l'intérieur de ce cadre, mais on tiendra de façon intangible le cadre de départ. Et finalement, la conclusion que j'en tire, avec un peu de recul, c'est que les choses étaient très figées, très statiques. Et dans ce type de situation, il ne peut advenir que du retard, que du déficit, que du moins bien. Et ce qui m'a intéressée quand Yann nous a proposé de réfléchir sur cette notion de lâcher prise, c'était de se dire justement comment adopter une posture, une attitude plus mobile, plus en mouvement. Et finalement, lâcher prise, ça ne veut pas dire se jeter dans le vide. Ça veut dire probablement, un peu comme en escalade, qu'on a des appuis, mais qu'on lâche une prise pour en attraper une autre, et qu'on est en mouvement et qu'on est finalement dans une forme d'agilité, mais qui est robuste et qui permet d'avancer. Et donc aujourd'hui, comme le disait Yann, je dirige Toit temporaire urbain, qui a vocation à déployer une offre de bâtiments déplaçables sur des fonciers vacants, et donc à donner une utilité sociale au foncier qui tarde à s'aménager, précisément parce qu'on sait que le temps de l'aménagement est un temps mouvant, qui n'est pas toujours programmé comme on le souhaiterait. Et il me semble qu'aujourd'hui, face aux incertitudes, avoir une attitude plus mobile, c'est peut-être une façon plus efficace de remplir nos missions. Voilà. Merci Camille. Michel, Michel Vessier, tu es directeur aujourd'hui de Bordeaux Métropole. Tu as occupé des responsabilités dans un certain nombre de collectivités. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui en quoi consiste ton métier et quel est ton regard, ton appréhension de la question du lâcher-prise et de la maîtrise? Vous parlez de mon métier, ça serait sûrement très très long, mais au regard du sujet, ce qu'on attend d'un directeur général des services, surtout dans une grande maison comme Bordeaux Métropole, 5800 agents, un peu plus de 2 milliards de budget, c'est d'éviter les mauvaises surprises.
Et quelque sorte, je suis payé pour éviter les mauvaises surprises. Et le paradoxe, c'est que, par rapport au sujet, c'est que il faut que je lâche prise le moins possible. Il faut que je lâche prise le moins possible parce que dans l'élaboration de la prise de décision ou dans l'exécution des décisions, il faut essayer d'anticiper toutes les incertitudes possibles en formulant des hypothèses, en formulant des options. Options, vous connaissez bien le mot pour ceux qui répondent au marché public, puisque ça fait partie des incertitudes. En ayant des scénarios catastrophes et en allant jusqu'à la gestion de crise. Mais je crois que le sous-titre de cette table ronde va plus loin que la question des incertitudes, et c'est ce qui m'intéresse, c'est la question de l'imprévu, de l'inattendu. C'est ce qui est marqué là. Quelle place donner à l'inattendu dans nos métiers? Parce que les incertitudes, je pense qu'on peut en élaborer des scénarios, alors que par définition, l'inattendu est ce qui est imprévu. L'inattendu, il a pour particularité de ne pas se prévoir, de ne pas se dire, de ne pas se laisser voir, et on ne peut en parler finalement qu'une fois qu'il est survenu. Et comment peut-on intégrer cet inattendu, c'est-à-dire ce qui ne peut pas se dire, dans nos métiers? Autrement, quelle place doit-on laisser à l'indicible? Parce que c'est ça, l'inattendu, c'est ce qui ne peut pas se dire. Combien de fois on dit dans nos vies, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient personnelles, je ne m'attendais pas à cela. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas mettre un énoncé sur cet inattendu. Et pourtant, l'inattendu, on est sûr d'une chose, c'est qu'à un moment donné, dans nos métiers, on rencontrera l'inattendu, donc il faut s'y préparer. J'ose dire, peut-être que je le développerai après, que l'inattendu, il est profitable et désirable. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Et alors, pour finir ce tour des présentations, Maude et Clémence, représentées pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas. Rapport à cette question. Donc moi, je suis Maude Joalan, je suis architecte urbaniste de formation et donc directrice des ateliers P+, c'est-à-dire en fait l'activité urbanisme et paysage du groupe Keiran. C'est un peu en ce sens-là que j'ai envie de répondre au sujet. On a décidé avec Clémence de répondre un peu aux deux voix. Donc si je commence moi plus peut-être sur le sujet de la maîtrise, tu l'as évoqué tout à l'heure, Yann. Nous, travaillant pour des commanditaires qui sont nos maîtrises d'ouvrage, on est déjà confronté à la maîtrise, ne serait-ce que par cette commande. On se positionne souvent soit en assistant maître d'ouvrage, soit en maîtrise d'œuvre. Donc c'est un mot qu'on entend et qui nous baigne et qui est permanent. Nos commandes attendent de nous souvent une certaine maîtrise qui passe sous la notion de l'expertise. On attend d'être des bons experts, d'avoir un savoir-faire, d'être parfois sachant. Les expressions sont diverses et variées suivant les sujets et c'est quelque chose qui met une certaine pression. Donc, qui met une pression, qui nous met une pression, nous, qui met une pression aux équipes. Et là, si je prends le cas de figure des ateliers P+, où on est souvent en position de conception, cette notion de maîtrise peut parfois être étouffante, être bloquante vis-à-vis d'attentes de concepteurs, d'apporter de nouvelles idées, d'avoir des nouvelles approches. Et donc, c'est quelque chose que l'on évoque très souvent sur l'enjeu de comment être dans la maîtrise, parce qu'on n'a pas le choix. On est aussi dans un groupe, une société privée. Au-delà d'une réponse à une commande, on doit aussi maîtriser ce que l'on fait. Tu l'as très bien évoqué tout à l'heure. Maîtriser la commande, maîtriser le budget, maîtriser les temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce mot maîtrise apporte plutôt, on évoque plutôt quelque chose de négatif que quelque chose de positif et de sécurisant, qui est sans doute une des attentes premières de nos commanditaires. Je te laisse compléter peut-être sur le lâcher prise.
Merci. Bonjour à tous. Clémence Aumont, je suis responsable de domaine au sein des ateliers UP+. Donc, c'est un rôle d'animation des métiers pour la partie qui concerne plutôt notre réponse aux études amont sur les sujets de prospective et de projets urbains. Comme le disait Maude, on est donc dans notre milieu professionnel vraiment confronté au quotidien à cette notion de maîtrise. Et pour nous, faire preuve de lâcher prise finalement dans ce contexte-là, ça nous questionne beaucoup aussi sur notre posture en tant que professionnel. On est de formation architecte urbaniste et souvent ce qu'on a entendu voilà, depuis toujours, c'est qu'il fallait faire preuve d'une personnalité avec un geste, quelqu'un qui puisse avoir sa patte. Et faire preuve de lâcher prise, ce serait aussi finalement se dire comment est-ce qu'on peut être dans une posture beaucoup plus humble, beaucoup plus à l'écoute de l'ensemble des besoins et aussi être dans une véritable posture de coopération avec nos maîtrises d'ouvrage, avec les usagers, avec nos partenaires. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qui nous anime aujourd'hui au sein des ateliers UP+, avec l'ensemble des collègues. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, même si vous nous avez déjà donné, même si vous nous en avez déjà donné des indices. Et du coup, je propose qu'on commence par toi, Camille. Tu nous as donné quelques indices sur ton propre rapport à la maîtrise, mais si finalement, il fallait essayer de qualifier le problème. En quoi est-ce que ça limite, en quoi est-ce que ce cadre qui est posé est limitant et nous empêche, d'une certaine manière, de faire autre chose. Il me semble que la façon dont on pose souvent l'équation, d'ailleurs, d'un maître d'ouvrage vers un maître d'œuvre dans un cahier des charges, c'est bien souvent de définir le projet par un programme, un calendrier et un mode opératoire, partant d'un point A vers un point B, faisant fi de ce qui se passait avant, faisant fi de ce qui se passera peut-être après le point B. Et donc, finalement, on essaie de définir une forme voilà, de champ des possibles, d'équation, qui est assez figée, puisque généralement, ce qui va se figer le plus vite, c'est le programme et c'est le montage opérationnel. Ça va se traduire par un permis de construire qu'on va déposer et on aura du mal à revenir en arrière une fois qu'on aura déposé le permis de construire ou le permis d'aménager ou toute autre procédure. Et le montage opérationnel, c'est les acteurs autour de la table avec un mode juridique, un mode financier. Et c'est là où je reviens sur ma notion de calendrier, c'est que finalement, la seule chose qui va pouvoir dériver là-dedans, c'est le calendrier. Ce qui est extrêmement angoissant pour tout le monde, parce qu'on a l'impression que finalement, d'une espèce de camion qui ne peut pas bouger, c'est ce montage opérationnel qui embarque son programme à l'arrière et qui va tout droit dans le mur, parce que finalement, l'horizon temporel, il ne fait que se reculer. Et ce calendrier, il exprime, je trouve qu'il illustre assez bien la façon dont aujourd'hui, tous autour de la table, les élus, les maîtres d'œuvre, les financeurs, etc., tout le monde a l'œil rivé sur ce calendrier, qui est un outil très figé et qui a beaucoup de défauts. Souvent, le calendrier de projet, il sous-estime totalement les temps d'études. Alors, vous êtes sans doute bien placé pour le savoir, mais quand on fait un calendrier de projet, bien sûr, il y a la commande politique qui demande que tout ça soit livré avant les municipales. Et il faut que le temps d'études, finalement, on se dit ça, c'est facile, on peut vraiment comprimer. Qu'ils fassent ça en 3 semaines ou en 6 semaines, ils ont qu'à doubler les ETP. Donc, le temps d'études, il est très court. On néglige complètement le temps de la validation, puisqu'il y a le temps d'études, mais à un moment, il faut quand même se mettre d'accord. Et parce qu'on se dit qu'il y a un impondérable qui est le temps de la construction. Et que ça, on l'a estimé à 3-4 mois, sans compter les aléas. Donc déjà, on sous-estime beaucoup de choses. L'autre caractéristique, c'est que du coup, on ne se donne pas du tout de possibilité de réinterroger le projet. Parce que finalement, c'est un ensemble de tâches qui se succèdent. Et quand ça bloque toute la machine. Et on se retrouve complètement coincé. Donc moi, le sentiment que j'ai, c'est que on s'est doté d'outils
avec lesquels aujourd'hui on se ment un peu, parce qu'on se ment sur les calendriers. Il y a quand même bon nombre de projets autour de vous que vous avez été amenés à suivre. En tout cas, moi j'en ai suivi un certain nombre, notamment les nouveaux projets, nouveaux programmes de renouvellement urbain qui ont été signés au début des années 2020 avec des horizons temporels de réalisation extrêmement figés, et on sait qu'on ne les tient pas, et ça bloque tout le monde. Donc je dirais que le problème est aussi dans la façon, dans cette représentation collective du projet qui nous bloque par ces outils. Merci. Est-ce que, Maude, Clémence, qu'est-ce que ça vous inspire, cette question de calendrier? Ou est-ce que vous avez peut-être vous mettriez le curseur, l'attention ailleurs quand vous situez un petit peu le problème derrière le cadre posé par la maîtrise? Il y a cette question d'outils dont tu viens de parler, Camille, qui est un vrai sujet. Nous, ça nous faisait aussi écho à la façon dont on peut aussi s'autoriser à re-questionner la commande initiale, ou en tout cas la question qui nous est posée. Et c'est vrai que nous, souvent, on ne s'autorise pas à le faire, ou pas assez. Et on peut être trop souvent dans un rôle d'exécutant de ce qui va nous être posé comme question, alors qu'il faudrait qu'on prenne le temps, c'est toujours une question de temps, mais de se réinterroger collectivement et de se dire finalement, est-ce que la question telle qu'elle nous est posée au travers du projet, est-ce que c'est la bonne? Est-ce qu'elle répond vraiment à un besoin essentiel, à un besoin partagé? Est-ce qu'elle a vraiment été bien posée? Et c'est vrai qu'on ne se l'autorise pas trop. Et on s'est dit que aujourd'hui, c'était un problème, parce que finalement, on peut se mettre assez rapidement en tant que concepteur dans le côté, je prends le crayon et je fais des propositions, sans se dire, je prends un temps pour me poser un peu et peut-être aussi conseiller mon client, ma maîtrise d'ouvrage sur la question en elle-même. Et c'est vrai que pour nous, faire preuve de lâcher prise, ce serait aussi s'autoriser plus à prendre ce temps-là, et à être sûr que collectivement, on est bien tous dans la bonne direction, déjà en se questionnant sur la commande, la question en tant que telle. Maud, tu veux compléter? Ouais, peut-être juste pour compléter ce sujet-là, c'est aussi une prise de risque pour nous, parce que ça peut être aussi en cours de route, s'autoriser à conseiller pour dire stop, ou peut-être parfois mettre en évidence l'inutilité d'une commande, ça peut arriver, hein. Et c'est des choses sur lesquelles on se pose des questions, il y a parfois débat, et c'est sans doute pas toujours évident d'arriver à prendre ces positions-là. Moi, je vois un autre problème aussi, alors qui fait aussi écho à ce que je disais tout à l'heure sur cette forme de pression que l'attente de maîtrise peut provoquer, qui est peut-être aussi un biais que l'on a, c'est à un moment donné pour être dans les temps par rapport au calendrier, pour répondre bien à la commande, c'est d'être dans la domination, d'avoir une posture un peu dominatrice sur le projet, aussi bien dominatrice sur le vivant, qu'il soit humain ou non humain. Je m'explique. Quand on parle de la notion du programme, à un moment donné, parce que on va vite, et encore ça peut être un autre débat, parce que je pense qu'on peut, par des méthodes de travail, arriver à aller vite, mais différemment, mais en se laissant le temps de la question, du débat, de l'échange avec toutes les parties prenantes. Mais le risque de domination, c'est de définir des programmes un peu de manière hâtive, mais qui ne correspondent pas tout à fait aux besoins, ou qui ne laissent pas ensuite la marge d'utilisation ou d'usage que l'on n'a peut-être pas toujours bien pressenti en amont. Et vis-à-vis du non-humain, ça nous est cher aussi, puisqu'on travaille aussi sur l'espace vert, sur le paysage, aux ateliers UP+, c'est d'arriver à faire évoluer nos approches. Alors, ça commence, et on voit beaucoup de nos confrères aussi s'y intéresser, de la nécessité de maîtriser des espaces verts dans la ville, par exemple, qui fait qu'on va composer un espace en fonction d'une image, d'un tableau qu'on veut faire ressortir, de quelque chose qu'on veut donner à voir, mais qui est peut-être pas si naturel que ça, qui demain va nécessiter beaucoup d'entretien, qui va être difficile à tenir dans le temps, qui demande beaucoup de maîtrise et de ressources pour le tenir dans le temps, à travailler différemment et lâcher prise avec cette matière qu'est le végétal et la laisser en fait s'épanouir, se développer,
projet et peut-être offrir une image qui n'est pas tout à fait celle que l'on a pensée aujourd'hui. C'est un exercice pas évident, qui n'est pas facile à faire avancer, à faire valider aussi à nos commanditaires, mais qui est peut-être une forme aussi de lâcher prise, de voir les choses différemment. Alors, le programme, le calendrier, la capacité à revisiter la commande, on a envie de te demander à toi, Michel, qui va faire un peu aussi notre maître d'ouvrage de service pour l'occasion. Comment est-ce que tu situes le problème de ton côté? Plusieurs éléments. Pour ceux qui travaillent pour des personnes publiques, c'est le cas de plusieurs d'entre vous, il faut que vous ayez en tête que les hommes et les femmes politiques sont, par fonction ou par nature, des hommes et des femmes qui sont insécurisés en permanence. Quels que soient les comportements devant la caméra, les certitudes posées, ce sont des gens qui sont en insécurité permanente. Pourquoi? Parce que on leur demande de rendre des comptes en permanence. Quand ils sont sur les marchés le samedi matin à serrer des mains, on leur demande vous m'aviez promis le trottoir devant chez moi, il n'est pas fait. Bon. S'il répond ah ben ouais, mais il y avait des incertitudes et puis l'AMO m'a fait ceci, le maître d'œuvre, déjà on lui demande c'est quoi une AMO, c'est quoi un maître d'œuvre, et de toute façon c'est mais quand est-ce que ça sera réparé? Bon. Donc ça c'est la permanence. Et donc si on présente le lâcher-prise, que je crois nécessaire, personnellement, mais si on le présente comme une mise en insécurité permanente, ça ne peut pas passer. Il ne faut pas que le lâcher-prise soit perçu par l'homme ou la femme politique qui a passé la commande et qui est plus que le maître d'ouvrage de service, Yann, c'est vraiment le maître d'ouvrage. Il ne faut pas qu'il comprenne ça comme le laisser-faire, comme la surprise permanente, comme la modification permanente du programme. À un moment donné, il faut stabiliser les choses. Donc la première difficulté, elle est de ce côté-là. Il faut appréhender, parce qu'on travaille avec des gens qui sont différents de nous, qui nous ressemblent, mais qui n'ont pas les mêmes attentes, etc., les mêmes manières de se comporter. Mais il faut savoir ça, il y a de l'incertitude permanente. La deuxième, elle est aussi d'ordre presque juridique. La question de l'inattendu. Regardez dans toutes les procédures réglementaires en matière environnementale, etc. Une fois que la DUP est bouclée, allez expliquer au juge. Ah ben oui, mais il y avait un imprévu. Ah ben lui, il vous dit, ben je casse la DUP. Bon, donc on a intérêt à faire très attention aussi à ce lâcher prise jusqu'où il va, parce que aujourd'hui, l'ensemble du corpus réglementaire, législatif, plus la jurisprudence, ne nous autorise pas beaucoup d'inattendus et d'imprévus. C'est la réalité. Bon. Et les fonctionnaires là-dedans, vous les mettez là-dedans. Bon, les fonctionnaires, ils n'aiment pas beaucoup aller voir leur patron en disant le programme c'était ceci, mais finalement on a bien réfléchi, puis on a discuté avec l'AMO, et puis l'architecte nous a dit que il faut changer. Alors on dit d'accord, on peut changer, mais ça coûte combien? Ah oui, on a oublié de vous dire qu'il fallait rajouter 10% en plus. Bon, c'est pas gérable. Donc il y a tous ces éléments qui font que personne n'a envie de lâcher prise, indépendamment de la question des calendriers et puis si on rajoute la question des élections, entre parenthèses, dépêchez-vous de faire avancer vos projets parce que dans quelques temps, il va falloir couper des rubans. Hein. Bon, donc dépêchez-vous. Bon, donc une fois qu'on a mis tout ça bout à bout, le lâcher prise, il n'est pas évident. Donc il faut autoriser le lâcher prise tout en sécurisant. Voilà, c'est toute la difficulté. On y reviendra. Je crois que c'est possible. Merci beaucoup. Alors on va changer d'environnement puisque toi, Amandine, tu interviens exclusivement à l'international. Donc dans des territoires qui ont à la fois une autre réalité géographique, culturelle, sociale, politique. Et donc, est-ce que tu peux nous dire, toi, comment est-ce que cette question finalement s'incarne dans les projets et en quoi elle bride finalement
aujourd'hui, sachant que les notions de programme de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre soit n'ont pas de sens, soit trouvent une interprétation très différente. Tout à fait. Du coup, quand nos clients nous demandent de cadrer l'incertitude, là je parle plutôt des incertitudes et des risques climatiques, on va soit proposer des infrastructures, des actions d'adaptation pour atténuer ce risque, et on va également utiliser la planification comme un outil pour pouvoir maîtriser ce risque. Chez nous, la planification territoriale, la planification de l'adaptation, ça fonctionne très bien. On met en place un règlement d'urbanisme, on a des mesures qui permettent de contraindre les personnes de construire dans des endroits qui ne sont pas forcément urbanisables. Sauf que moi, quand j'ai travaillé aux îles Tonga, je me suis bien rendu compte que cette planification on arrive à mettre en place chez nous, elle n'est pas forcément appropriée. Deux constats que j'ai pu faire sur le terrain. Le premier, c'est qu'aux îles Tonga, plus spécifiquement, on a un environnement physique qui évolue beaucoup plus vite que nos outils de planification. On est dans un endroit du monde où on a des aléas climatiques qui sont beaucoup plus fréquents et beaucoup plus intenses. L'élévation du niveau de la mer y est également beaucoup plus important. On est sur une moyenne annuelle de 6,5 mm par an, alors que au niveau mondial, on est plus à 3,3 mm. Et en plus de ça, on a la tectonique des plaques qui fait qu'on a un phénomène de subsidence. Donc, à certains endroits, on va avoir un affaissement du sol. Et donc, on a un territoire qui bouge. On a aussi des limites administratives au sein en tout cas de la capitale des îles Tonga, à Nuku'alofa. On a même ces limites qui bougent également. Et on nous demande donc de mettre en place une planification qui se fait sur 20-30 ans et qui est assez figée. Et même si on essaie d'intégrer ces projections climatiques, il arrive un moment où cet outil il va avoir quand même une limite. Et le deuxième constat que j'ai pu faire, c'est qu'on a des référentiels de planification qui ne sont pas adaptés au contexte local. On arrive souvent avec nos standards, en s'imaginant qu'on va pouvoir faire des espaces publics, qu'on va rendre certaines zones non urbanisables par un règlement. Mais en fait, on a des territoires qui ont des réalités foncières et une gouvernance qui n'est pas forcément adaptée à ça. Au Tonga, par exemple, on est sur un système foncier qui est coutumier. On a une terre qui appartient à un roi. Elle n'est pas cessible. Et en fait, la terre se transmet selon des règles qui sont propres à la culture locale. Et en fait, ça rend très complexe le processus de maîtrise foncière comme nous, on le connaît dans nos pays. Donc nous, nos standards de contrôle du risque, finalement, de maîtrise, ne sont pas forcément adaptés à ces contextes-là. D'accord. Qu'est-ce que je voulais vous demander, est-ce que ça vous inspire quelque chose? N'hésitez pas à réagir, hein, mais ce que vient de présenter Amandine sur ce contexte, où moi, ce que je trouve frappant, c'est finalement une réalité physique qui va plus vite qu'une réalité planifiée. Est-ce que c'est quelque chose dont on peut commencer à avoir des prémices ici aussi? Oui, on en discutait tout à l'heure dans un des bureaux. Alors, c'est peut-être pas la réalité physique au sens de géophysique, mais quand on parle des espaces publics, par exemple, le temps entre on conçoit l'espace et on le livre, les usages ont changé. Donc la réalité physique, c'est plus la même de l'usage. Et aujourd'hui, ça va encore plus vite. Quand on voit comment les habitants, les usagers, peu importe le terme, mais s'approprient l'espace public qui vient d'être livré, indépendamment de toute règle d'usage. Tout le monde a bien conscience des conflits aujourd'hui d'usage de l'espace public. Eh bien, nos espaces publics sont livrés et ils ne sont plus adaptés aux usages. Alors, ce n'est pas les mêmes problématiques et elles sont moins graves que celles et moins irréversibles surtout que celles que vous évoquez, mais on est confronté à cette accélération de l'usage qui est pour le coup tout à fait de l'inattendu, parce qu'on ne sait pas comment les
les cyclistes. Alors je demandais comment on appelle les gens qui sont sur les trottinettes. Je posais la question, est-ce que quelqu'un sait comment on appelle les gens qui, j'allais dire les trottinistes, mais c'est pas ça existe. Mais en tout cas, on ne sait pas du tout comment tout ça va être utilisé, comment ils vont eux-mêmes réguler les usages. Et on n'a pas besoin de mettre la police municipale derrière chacun, des fois si, mais ils vont réguler tout ça de manière, je le répète, totalement inattendue et donc indicible, imprévisible. Voilà. Et comment il faut faire avec ça? Alors, oui, Camille? Peut-être juste pour réagir, parce que finalement, ce que ça pose comme question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière la notion de programmation. On a sans doute tendance parfois à programmer de façon très détaillée les choses, au lieu de se poser la question du besoin. Et donc, on va surdéfinir des usages. Et je prendrai un exemple qui, moi, m'a beaucoup frappé récemment à Paris. Ça a été un processus d'appel à manifestation d'intérêt qui s'est appelé Réinventer Paris, où la ville de Paris a mis en vente des terrains ou des bâtiments et a conditionné ces cessions à des engagements de la part des promoteurs et des investisseurs sur des usages extrêmement précis. Ce qui était bien normal, on va dire, du point de vue de la collectivité locale, qui acceptait parfois des prix de vente en deçà d'un prix du marché. Mais finalement, ça s'est avéré irréaliste parce que les engagements des promoteurs, évidemment, dans la durée, n'ont pas pu être tenus. Et on ne pouvait même pas, je dirais, vraiment les accuser de ne pas tenir leurs engagements, mais très difficile de s'assurer que tel type de commerce va véritablement s'installer. Enfin, la vie fait que c'est très irréaliste. Et c'est en plus, sans doute, très inefficace et peut-être pas du tout désirable. Parce que, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est précisément quand l'inattendu survient sur l'espace public, sur la façon dont les rez-de-chaussée sont occupés, etc. Et je pense que c'est finalement sur cette notion même de programme qu'il faudrait réussir à exprimer autre chose que des mètres carrés, des usages, des fonctions. Il y a déjà une réponse, en fait, alors que c'est l'expression de besoin. Je partage tout à fait cette expression de besoin, c'est quelque chose qui est finalement difficile à appréhender et très peu exprimé en fait, et qui laisse une place et qui remet pas en cause forcément une commande, mais qui laisse plus de place à une réponse et à une panel de solutions qui est sans doute plus adaptée, plus résiliente aussi par rapport à l'évolution rapide des usages, le risque, l'inattendu. Oui, je partage totalement. Donc, si on fait un peu le tour des responsables qu'on convoque au prétoire pour voir un petit peu où sont les causes finalement de notre besoin de maîtrise, de contrôle, il y a un certain nombre de choses qui ont été évoquées, le calendrier, les cahiers des charges, la règle de la commande publique, les postures d'élus, de citoyens aussi, la question de la place des usages, le rapport au savoir et à notre propre expertise et le besoin de conforter une posture de sachant. Les écarts aussi, une forme d'accélération du temps qui désavoue un certain nombre de pratiques comme la planification. S'il fallait en chercher d'autres, Clémence, est-ce que toi tu avais en tête aussi un autre accusé à faire entrer dans le box? Je pense qu'on est tous des accusés. En réfléchissant à cette question-là, c'est vrai qu'il y a aussi une façon de se dire comment est-ce que, en tant que professionnel, on peut aussi accompagner ces usages qui sont constamment en train d'évoluer. Et on participe, on anime beaucoup aussi de démarches de dialogue citoyen. Et on se rend compte, la plupart du temps, qu'on a du mal à avoir une diversité de prises de parole au sein même de ces instances-là. Souvent, on peut avoir une surreprésentation de personnes qui ont du temps pour s'investir dans ce genre de démarche, qui sont aussi à l'aise pour venir s'exprimer, pour venir partager leur point de vue sur l'évolution des cadres de vie. Et on peut passer à côté de tout un champ de la population, souvent les personnes les plus démunies, qui vont avoir plus de mal à se mobiliser pour répondre aux questions qu'on peut leur poser. Et voilà, on en est tous conscients et on essaie tous d'adapter nos méthodes et d'aller plus à la rencontre de ces publics diversifiés. Mais voilà, faut pas oublier que il faut pas qu'on soit dans nous-mêmes aussi dans une projection d'usage pour les autres. Finalement, il y a une diversité de modes de vie.
Et quand on veut se projeter aussi dans une vision prospective, il ne faut pas qu'on soit dans une posture de ce qu'on connaît déjà ou une posture personnelle, mais essayer d'aller au-delà. Et ça doit être collectif, c'est un vrai challenge. Et on parle beaucoup de villes plus inclusives qui laisseraient idéalement beaucoup plus la parole aux enfants, aux jeunes, aux femmes, aux personnes porteuses de handicap. Je pense que c'est un vrai défi et il faut que collectivement tous, on essaie d'adapter nos méthodes voilà, pour ne pas figer des usages ou en tout cas y apporter qu'une partie de la réponse. Et donc, ça veut dire qu'on est capable de faire autrement et que, quelque part, il y a déjà des voies qui permettraient de composer davantage avec les imprévus, avec l'inattendu et d'adopter une forme de lâcher-prise vertueuse. Oui, je pense, et je vais laisser la parole à Maude, mais l'idée, ce serait aussi de ne plus être dans des postures figées entre acteurs. Ouais, peut-être pour compléter et rebondir sur tout ce qui a été dit, en fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a une question de méthode. De fait, on est tous concernés, tu l'as dit, parce que je pense que naturellement, on a des difficultés avec le changement, donc il y a toujours une résistance au changement. Elle peut être liée à notre culture, elle peut être liée à nos postures et positions. Vous parliez des élus tout à l'heure qui avaient besoin d'être en permanence sécurisés. Les raisons peuvent être diverses et variées, et à ça s'ajoute une difficulté aussi en général, je ne dis pas que tous, mais beaucoup, nous avons du mal à nous projeter, à imaginer autrement comment les choses pourraient se faire autrement. On a beaucoup de questions de ce niveau-là et souvent on nous demande aussi des références. C'est assez difficile de valider une nouvelle manière de faire sans démontrer que ça a été fait ailleurs et que ça marchait, donc là ça marcherait peut-être. Et donc c'est toutes ces difficultés-là qui font qu'aujourd'hui ça peut être un frein à cette avancée. Pour autant, on parlait de lâcher prise, on parlait de maîtrise. Je pense que c'est une question de méthode, qu'on croit beaucoup, nous, au collectif, à avoir écouté la parole de toutes les parties prenantes, toutes les parties concernées, d'arriver collectivement à trouver des solutions, mais en même temps, il faut qu'on le fasse dans une démarche où on tient compte de ce que vous avez dit, c'est d'être sécurisant, d'être constant, de respecter des engagements, de délais, d'avancer, et donc d'avoir des méthodes qui répondent à toute cette équation qui est assez complexe, mais qui, nous, on le croit, peut nous permettre d'avancer. Merci Maude. Et alors, Amandine, quand on intervient sur un territoire dont on dit qu'il serait amené à disparaître, en tout cas dont la sécurité physique est une vraie question. Comment est-ce qu'on regarde la question de son intervention, de la capacité finalement d'une forme d'expertise à encadrer et à accompagner la résilience d'un territoire, ou au contraire, comme le suggérait aussi Clémence et Maude, d'accompagner une certaine forme de génie local et la capacité de résilience, d'encourager la capacité de résilience des populations locales. Quel est ton regard là-dessus ? Je pense que l'intégration des savoirs traditionnels et des communautés locales est absolument essentielle si on veut réussir une bonne planification de l'adaptation. Faut quand même se dire que ces populations, elles sont exposées au risque depuis toujours, et ce sont les zones qui sont les plus exposées au monde, aux aléas climatiques. On a les cyclones, ils subissent des inondations de manière récurrente, et qui plus est, ils ont tout ce les risques sismiques, les risques volcaniques. Et ça fait partie de leur vie, en fait. Et ils ont développé ce qu'on appelle des capacités adaptatives, donc des capacités qui sont spontanées face à ces risques. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas peur, et que c'est pas quelque chose qui les handicape, de voir sa maison détruite tous les 2-3 ans, c'est pas très agréable, et c'est quelque chose qui pèse sur leur vie de manière quotidienne. Mais il faut plus les écouter, il faut plus les prendre en compte. Et je pense que ça ne veut pas dire que nous, notre manière de voir les choses et de planifier n'est pas bonne.
Je pense juste qu'il peut se passer quelque chose au milieu et je pense qu'il faut réinventer nos manières de planifier sur ces milieux-là et sur ces zones géographiques-là si on veut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Voilà, c'est un peu ma vision des choses. Et je pense également, on parle beaucoup de méthodologie et de façon de voir les choses. Pour moi, elle est essentielle. Je pense que aujourd'hui, il existe des méthodologies. On a des chercheurs incroyables dans le monde qui travaillent sur la prise de décision en contexte de haute incertitude. Ces méthodologies sont pas forcément toujours opérationnelles, mais je pense qu'il y a des ponts à faire entre la recherche et l'entreprise. Il faut opérationnaliser ces méthodologies. Je voudrais citer à titre d'exemple une planification moi, qui me parle énormément et auquel je crois, c'est la planification adaptative et dynamique. Elle en est un peu à ses prémices, mais il y a déjà ça a déjà été opérationnalisé dans des pays, dans des territoires. Je citerai pour exemple la Nouvelle-Zélande qui a élaboré un guide pour la planification adaptative et dynamique pour que ces collectivités puissent faire face aux risques côtiers. Et qu'est-ce que c'est la planification adaptative et dynamique? C'est en fait on va essayer de faire des scénarios qui vont intégrer les imprévus et les incertitudes et on va imaginer des combinaisons d'actions qui vont en fait s'actionner en fonction de ces incertitudes. Et tous les chemins et toutes ces solutions, toutes ces combinaisons de solutions vont aboutir à une vision, à un objectif qui aura été élaboré par l'ensemble de la population, l'ensemble des élus. C'est vraiment une vision commune. Et moi, je crois beaucoup à ce type de méthodologie. Merci Amandine. Et puis, on ne doute pas que ça sera précieux d'avoir ce premier bagage pour rejoindre la Nouvelle-Zélande. Tout à fait. Dans quelques jours? Dans quelques semaines, oui, dans 2 semaines. Très bien. Camille, si on parle de planification adaptative, en quoi ça résonne en toi? Et sinon, où est-ce que tu irais chercher un petit peu des voies alternatives, finalement, s'il fallait imaginer qu'on sache revisiter nos façons de faire? Par rapport à la question des postures qui a été beaucoup évoquée au collectif, je pense qu'il y a une condition nécessaire qui est très difficile à atteindre, qui est celle de la confiance. Tant qu'il n'y a pas de confiance entre les acteurs, tant que la collectivité pense que le privé est là pour se faire une énorme marge et que de toute façon, effectivement, le privé maquille ses chiffres qu'il met sur la table, il n'y a pas de confiance. Voilà. Donc, il n'y a pas de confiance et c'est normal, tout le monde se fiche sur son calendrier, sur sa méthode. Ouais. Donc, je pense qu'un des premiers sujets, c'est cette notion de confiance et ça ne se décrète pas, ça se travaille, ça se construit. Il y a certainement des moyens de le faciliter. Ne serait-ce déjà que de faire des réunions physiques, ça paraît bête, mais et puis le fait de le contractualiser, c'est-à-dire d'être peut-être dans des modes plus négociés et moins descendants, et parce que des modes contractualisés, c'est des modes sur lesquels on peut revenir. Un contrat, on peut l'avenanter, on peut le modifier, ça veut dire qu'on a un cadre de discussion. Et ça, je pense que c'est sans doute entre la collectivité et les parties prenantes autour, y compris les habitants, peut-être un mode de faire qui nous permet après de revisiter les différents outils que je citais tout à l'heure, et notamment celui du calendrier. Donc, je citerai l'exemple sur lequel moi je travaille actuellement, puisque actuellement, dans le cadre d'un NPNRU, le bailleur social nous a autorisé à occuper un terrain pour faire un centre d'hébergement d'urgence pour 3 ans minimum, 7 ans maximum. Pour pouvoir édifier un bâtiment de cette nature, il faut se faire hautement confiance, collectivement, avec celui qui délivre le permis de construire précaire pour une durée de 7 ans, avec le bailleur qui a ce terrain, qui doit vendre à un aménageur, qui doit faire une cité artisanale. Enfin, ça veut dire qu'à un moment, on arrête de se mentir sur un calendrier et on se donne des conditions, des marges de manœuvre, des marges de souplesse qui ne sont pas figées et on a confiance dans la capacité de l'autre à tenir ses engagements. Donc ça me semble important. Je pense aussi, c'est peut-être un peu technique, mais peut-être ça rebondira du côté de l'urbanisme, c'est la question des destinations. Je pense qu'il y a aussi un enjeu sur avoir des destinations moins figées dans les PLU pour se donner plus de possibilités d'évoluer en fonction du contexte. Et puis enfin, je pense qu'il y a aussi on a tous le défaut, parce qu'on adore les projets, on a tous le défaut
de s'arrêter au projet et de ne pas se poser la question de la gestion. Et c'est ce qui était dit tout à l'heure sur le super projet, la super photo, la super inauguration et derrière l'incapacité à gérer, etc. Et donc, je pense qu'il faudrait aussi peut-être revisiter ces métiers de la gestion qui sont quand même souvent les métiers négligés, ceux vers lesquels on se destine peut-être le moins et qui sont pourtant ceux du soin et de la quotidienneté. Et tant qu'on ne réinvestit pas ces métiers, on n'arrive pas à vraiment justement gérer l'imprévu, réagir à ce qui peut se passer sur les espaces publics de Bordeaux, par exemple. Oui, c'est très évocateur et ça fait penser, Kéran est aussi cofondateur d'une chaire qui s'appelle Habiter au prisme des limites planétaires avec l'agence d'urbanisme de Nantes, que je salue d'ailleurs, puisque Lucie est présente avec nous, avec Nantes Université. Et Laurent Devime, merci d'être avec nous aussi. On sera ravis de te donner la parole tout à l'heure pour que tu puisses aussi témoigner sur ce sujet-là. Et avec l'Institut d'études avancées. Alors pourquoi je parle de cette chaire? Parce qu'on travaille cette année avec un chercheur qui s'appelle Diego Landivar et dont un des postulats de travail est de dire que dans un monde plus résilient, il faudrait convertir une grande partie des efforts budgétaires d'investissement vers de l'exploitation, de l'aide à l'exploitation, pour justement prolonger la durée de vie des choses, les entretenir, les réparer, et ce qui suppose aussi une logique budgétaire. Donc Michel, en étant à la tête d'une grande collectivité, est-ce qu'on peut imaginer demain un budget d'investissement qui revisite drastiquement le rapport, l'équilibre entre les investissements et le fonctionnement? C'est pas fair play, hein. C'était pas prévu dans la question. Waouh. C'est fait exprès. Oui, c'était l'imprévu. Mais pour gérer l'imprévu, il faut se faire confiance, mais ça fait longtemps qu'on se fait confiance avec Yann, donc je peux répondre. J'ai le sentiment qu'on y va tout droit, quoi. Enfin, tout droit. Qu'on y va, on y va, parce qu'on n'a pas le choix. Aujourd'hui, toutes les collectivités sont en train de réduire drastiquement leur budget d'investissement, pas pour des raisons vertueuses qui sont liées à l'environnement principalement, mais pour des raisons budgétaires. Mais si le résultat, c'est qu'à un moment donné, l'économie des ressources est au rendez-vous, ça sera, peu importe les moyens, finalement, l'essentiel, c'est la fin. Donc, on y va. On y va, mais là aussi, les difficultés, elles sont d'ordre, je dirais, du rapport que le citoyen entretient avec l'élu. Ça fait rêver personne dans un programme électoral de dire je vais rénover la toiture de je ne sais plus quel bâtiment. En revanche, dans un programme électoral, dire je vais construire une nouvelle salle des sports, ça mobilise les foules. Et donc, il faut aussi que les citoyens comprennent que on change d'époque, qu'on va aller vers y compris du recyclage de bâtiments publics pour d'autres usages. C'est poser la question à un moment donné, par exemple, des églises, qui sont devenues un patrimoine extrêmement lourd à gérer pour les collectivités. Quels usages on peut penser des églises? Alors ça a été fait à une époque de manière très intelligente par des communes quand elles avaient les moyens de le faire, et on a vu de très beaux bâtiments qui sont devenus des bibliothèques municipales, des choses comme ça. Mais ça demande d'énormes moyens qu'on n'a plus aujourd'hui. Mais il y a tout un tas de bâtiments pour lesquels il va falloir repenser les usages et limiter la construction. Donc, on va y aller progressivement, pas forcément pour des raisons vertueuses, mais pour des raisons qui sont essentiellement économiques. Je voulais simplement réagir à peut-être, si tu le permets, Yann, à la fois à ce qu'a dit, à ce que deux d'entre vous ont dit sur la question de l'imprévu. Je pense qu'il y a un élément qui a été, je crois que c'est toi qui l'as dit, Clémence, il me semble, sur il faut s'autoriser à. Et je pense que, indépendamment de la programmation adaptative dans laquelle j'ai du mal sûrement à me projeter, mais
Je crois qu'un élément fondamental pour le lâcher-prise, c'est de créer, mais tu l'as dit aussi, les conditions de la confiance qui font que mes collaborateurs vont s'autoriser à, mes partenaires vont s'autoriser à, l'élu va s'autoriser à, et moi je vais m'autoriser à. Et ça, il faut créer ces conditions-là indépendamment des questions méthodologiques. Ça, c'est un climat managérial. Et ça, c'est vraiment le boulot d'un DGS ou d'un patron, hein, de créer ces conditions où on va s'autoriser à. Parce qu'à partir du moment où on s'autorise à, on lâche prise. Et le deuxième élément, j'arrête là, pour créer les conditions de l'accueil de l'imprévu, il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est l'attention que les managers doivent avoir aux signaux faibles. Parce que notre problème souvent, c'est qu'on est attentif qu'aux signaux forts. C'est le signal qui est le plus fort qui nous alerte. Et il y a dans nos vies professionnelles des signaux faibles qui sont en continu et auxquels on ne prête pas attention. Et c'est cela qui crée à un moment donné l'imprévu et l'inattendu. Voilà. Donc il faut être attentif et ça s'organise. L'écoute des signaux faibles, ça s'organise. Je lisais il y a très longtemps une étude qui avait été faite auprès de grands patrons américains aux États-Unis. Et on leur demandait quel était pour eux le lieu le plus important. Et ils répondaient, c'est l'ascenseur. Et la réponse, pourquoi? C'est parce que c'est là que j'ai les signaux faibles. Parce que les signaux qui arrivent dans mon bureau, ils sont tellement édulcorés de tout un tas de choses que finalement, ils ne me donnent pas beaucoup d'informations. Alors que ceux que j'entends à l'ascenseur, voilà. Et ça, c'est une manière de gérer l'imprévu. C'est quand on écoute des usagers, c'est vrai que la question de la relation avec les personnes qui finalement utilisent le moins la parole, mais elles envoient des signaux quand même. On n'a pas forcément besoin de faire des réunions avec eux. Elles envoient des signaux. Et ces signaux, qu'est-ce qu'on met en place pour les écouter? J'ai répondu à la question de l'investissement. Pareil à tous les imprévus. Laurent, est-ce que tu veux nous rejoindre? Donc Laurent Devim, qui est vice-président de l'université, qui dirige un laboratoire d'urbanisme qui s'appelle le Créneau. Et qui est aussi au conseil d'administration de l'école d'architecture de Nantes. Alors, hop. Et qui est donc notre partenaire sur la chaire. Je t'en prie, installe-toi ici. Et donc, qui s'est proposé à l'exercice, alors pas d'une synthèse, mais en tout cas un peu d'un contrepoint. Voilà, à partir de ce que tu as entendu, nous dire un petit peu ce que ça peut évoquer, et puis que ça évidemment, lance aussi les échanges avec vous qui êtes ici, mais avec vous dans la salle aussi. Donc, ça va être le moment d'affûter vos questions ou vos prises de parole, vos témoignages, vos exemples personnels aussi de votre vécu par rapport à un besoin de lâcher prise, peut-être. Merci Yann. Alors, je ne vais pas faire le coup de Michel de dire ça n'est pas fair play, mais ce ne sera ni une synthèse, ni un contrepoint. Peut-être un rapport d'étonnement, et je crois que je me suis noté 7 points. Alors le premier, ça n'est pas une synthèse pour la bonne raison que je suis arrivé un peu en retard, donc ce serait vraiment très gonflé de proposer une synthèse de choses non entendues. D'abord, moi je voulais vous saluer le titre que vous avez donné à ce hub, parce que je le pense malin, bien, et évitant une lecture, parce que je pense qu'on est quand même beaucoup à avoir cette lecture en tête possible, du contexte même national, européen, international probablement, mais cette question de la défiance envers les normes, et je pense notamment des normes écologiques, mais pas seulement, qui se traduisent par choc de simplification administrative, par dérégulation, etc. On le voit sur l'Agence de la biodiversité, on le voit sur l'ADEME, on le voit sur d'autres agences, et je me disais, oh là, alors, on loge comment ce contexte dans lequel nous sommes par rapport à la réflexion qui a été proposée. Et je pense que l'association de ces termes et ce terme de maîtrise qui est resté me paraît bien judicieux. Comme je dis 7 points, ça va aller vite, hein, je vous rassure, c'est pas une conférence. Alors là, à 17h, ce serait malvenu. Le deuxième point, c'est de vous dire que moi, la manière dont ça résonne au quotidien, et notamment là, dans ma fonction de vice-président, c'est pas plus tard que demain matin, en équipe de direction, on va retravailler ce qu'on a appelé pour l'instant un énoncé de principe institutionnel. Voilà, qui est sérieux. De quoi s'agit-il ? C'est la question de la régulation des usages de l'intelligence artificielle générique à l'université. Et je dirais, pareillement, on est exactement dans quelle place donner à l'inattendu dans nos métiers, dans la mesure où, en fait, il y a 3 ans, personne
ne parle dans l'université d'IA générique. Alors, il y a des entraînements de neurones, il y a des spécialistes, il y a des laboratoires qui y recourent, etc. Mais en tout cas, ça n'est pas un sujet ni pour les étudiants, ni pour le personnel qui, globalement, les 4500 qui travaillent, ne sont pas spécialement là-dedans. 3 ans plus tard, c'est une question massive. 60% des étudiants l'utilisent, 30% des personnels seulement, et se pose la question de que s'agit-il de réguler dans une affaire comme celle-ci? S'agit-il d'interdire? On dit bah oui, c'est peut-être un peu tard, s'il s'agit d'interdire. En tout cas, le phénomène est là. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir réguler? Alors, je ne rentre pas dans les détails. C'est simplement pour faire une analogie entre les métiers de l'aménagement et ceux dont on parle depuis tout à l'heure. Et puis, une question pour laquelle c'est un peu le même sujet qui se loue, quoi. C'est-à-dire qu'il s'agit de maîtriser, mais que peut-on encore maîtriser? Quels enjeux de justice sociale derrière dans les usages de l'IA, et puis vous voyez bien toutes les questions que ça pose sur l'évaluation, le travail collectif, a-t-on encore besoin de tous nos collègues? Bon, c'est assez vertigineux, et la raison pour laquelle on l'a aussi mis à l'agenda, c'est une convention citoyenne qu'on a mis en place à l'université, et qui est bien utile en fait pour nous questionner sur l'impact environnemental d'une part. Alors, c'est la même chose. On fait un plan de sobriété énergétique il y a 3 ans, comme d'autres opérateurs. On fait un bilan d'émissions de gaz à effet de serre sur la base de chiffres qu'on a d'il y a 2 ans à l'université. Mais qu'est-ce qui se passe avec les usages de l'IA et probablement la multiplication par 10 des besoins électriques? Probablement que nos projections du plan de sobriété énergétique et de nos BGES sont en train de voler en éclats par rapport à ces usages. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça? Il me semble que c'est la problématique aussi que vous posez. Ensuite, j'étais venu, j'avais à peine pensé en amont, mais je me disais, tiens, moi, quelle boussole je mettrais en avant sur les questions qu'on a abordées. Alors, j'ai fait aussi mes petits devoirs de lire votre texte. Et avant ça, peut-être, avant de le lire, moi, je me disais, des boussoles, je pense, utiles. C'était bien sûr un livre ancien maintenant que plusieurs ont déjà lu, sûrement ici, qui s'appelle Agir dans un monde incertain, essai sur la démocratie technique. Un livre collectif qui nous donne un peu des pistes sur qu'est-ce que ça veut dire qu'agir dans un monde comme les exemples que vous avez mobilisés d'une part. Donc ça, c'est une boussole. Et puis, il y a un autre livre plus récent, mais qui n'a pas été beaucoup diffusé. Et je me dis, c'est l'occasion peut-être juste de le mentionner. C'est, je n'ai plus tout à fait le titre en tête, mais c'est un livre d'Olivier Soubeyran et qui compare l'art de l'improvisation dans le jazz et l'art de l'improvisation en urbanisme. Et c'est vraiment un très bel ouvrage, alors un peu confidentiel, mais je pense assez précieux, y compris par rapport à ce que j'entendais tout à l'heure. Et puis alors évidemment, sur des sujets comme ceux-là, moi je pense que faire un petit clin d'œil à ce petit ouvrage de François Hacher, Ces événements nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs, qui est en fait la reprise d'un texte de Cocteau, si je ne me trompe, et évidemment une belle boussole aussi pour nous dans ce domaine-là. La dernière quand même, bon, on sert peut-être un peu à ça finalement les intellectuels de la cité, c'est de mettre en pâture ces références. C'est un travail ancien des années 1980, alors là vous voyez que je rétropédale durement, de Michel Marié, qui était quelqu'un que je trouvais remarquable, sociologue, passé par différentes fonctions, qui avait lui mis en selle, et un peu pour la première fois, ça a été repris depuis, notamment par Thierry Pacaud, la notion de ménagement par rapport à l'aménagement. Et il fait dans un texte que vous pouvez trouver en libre accès une comparaison entre la fortune de 2 aménagements hydrauliques, 2 canaux dans le sud de la France, l'un qui passe comme dans du beurre, pas de conflit, pas de résistance, la planification se déroule par voie de conséquence, de A à Z, c'est formidable, très bien, sauf qu'a priori, ça n'a pas rencontré beaucoup d'usagers, et la fortune de cet équipement, c'est un équipement qui ne sert pas à grand-chose. L'autre est disputé, l'autre est controversé, c'est compliqué, ça prend du temps, c'est retardé, c'est déphasé. Et ce canal, 50 ans plus tard, il a beaucoup plus d'utilité que le premier. Donc là encore, on se dit que finalement, ces imprévus qui sont arrivés sur le tracé, ça n'était pas la 69, de l'équipement en question, sont de bonnes nouvelles en fait pour le projet. Et voilà, ça c'était cet autre point que je voulais peut-être aborder. Alors ensuite, j'ai fait mes devoirs en vous lisant. Ce qui m'a frappé, à vous dire, c'était souvent une attaque, mais faudrait creuser sur pensée rationnelle, pensée rationaliste, pensée industrialisée de l'aménagement. Alors, on ne sait pas trop parfois, industriel, industrialisé, rationnel, quel est le problème. En tout cas, là je fais le reviewer, quoi, celui qui dit bon, votre texte il est pas mal, mais vous pourriez creuser cet élément-là. Donc j'avais songé ça. Ensuite, bien sûr, saluer le fait de pouvoir ramener aussi bien Bouchin, la culture du possible et de l'interprétation, mais aussi ces signaux vers Olivier Amand aujourd'hui, qui est un penseur du vivant très, très inspirant, je pense. Et moi, par rapport à ces cultures du possible, de l'interprétation,
plutôt que de l'exécution, je vous cite, vous êtes au moins 3 co-auteurs, il me semble, ici, donc attention. 5. Bon, bah alors voilà, en fait, vous pourrez me tomber dessus derrière. Il me semble qu'on pourrait y ajouter la culture de la description. C'est-à-dire qu'en fait, un urbanisme descriptif, il va tout à fait bien dans le sens aussi de ce que vous abordez. Alors, 2 ou 3 points que j'ai saisis, et puis je me dis, ça pourrait être des prolongements ou des questions, pour pas être long non plus. Et on voit bien l'enjeu quand même de faire des typologies de l'inattendu. C'est-à-dire que, oui, il y a de l'inattendu sur le mode de la catastrophe. Qu'il est parfois difficile de typologiser d'ailleurs, naturel, dite naturel, semi-naturel, mais en tout cas on voit bien que ça n'est pas la même chose que de parler du Covid-19 qui débarque et qui change les usages radicalement dans l'espace public, que d'évoquer une tempête tropicale, un cyclone et ses effets, ou encore des inattendus qui sont pour lesquels on n'a souvent pas les bonnes lunettes pour les décrire, qui sont des déphasages en fait. Et c'est ce qui a été évoqué plusieurs fois, en fait, le déphasage dans l'espace public. On livre et puis on s'aperçoit que bon, ça ne colle plus. La légende ne colle plus avec ce qu'on a. Ça peut concerner un programme, bien sûr. Et comme on était sur l'espace public tout à l'heure, je me dis, bah oui, ça peut être un programme de se dire, est-ce qu'on va sur des bancs généreux? Est-ce que c'est ça dans le programme? Et puis c'est l'emplacement aussi. Les bancs, pendant longtemps, on a pensé qu'on les mettait au soleil, et puis on s'aperçoit qu'en fait, il va peut-être falloir changer le programme et l'emplacement. Donc, cette question des déphasages aménagistes, ils vont malheureusement souvent être lus comme des échecs. Et en fait, ce sont de bonnes nouvelles, en fait, qu'il soit possible de dire, très bien, en fait, comme vous l'avez dit, je ne sais plus qui, on ne s'arrête pas au projet exécuté, et derrière, bonne nouvelle, il se passe des choses, il va falloir réviser, les gens ne sont pas contents, on s'est un peu planté avec cette place-là, elle est trop minérale, très bien, l'histoire continue. Comme j'imagine, l'histoire va continuer sur le Pont de Bretagne que j'ai pu visiter il n'y a pas longtemps, qu'est-ce qui va devenir des coussins naturels, etc. Bon, heureusement que tout ça va vivre, et heureusement que tout ça va arriver. Évidemment, aujourd'hui, quand l'ingénieur vous décrit le chantier, là, on est dans la maîtrise, Je peux vous dire que là, tout est millimétré quand même, donc c'est assez intéressant. 3 autres points, je pense. Tout de même, puisqu'on a parlé beaucoup d'inattendus, de surprises, de choses qui déroutent, être en capacité de repérer des permanences et des stabilités. Là aussi, c'est évidemment ce que vous disiez était juste sur la question de transformation des modes de vie. Ça concerne beaucoup les agences d'urbanisme, comment on lit la transformation des modes de vie. Puis il y a aussi des choses qui sont un peu stables quand même et qu'il faut encore savoir décrire, en imaginant que tout n'est pas en train de changer radicalement, et pour éviter... Parce qu'il existe aussi cette idéologie du tout est tellement devenu complexe de toute façon que lâchons prise, on ne peut plus rien maîtriser. Personne n'y comprend rien. Je mets des guillemets, vous ferez peut-être, c'est une allusion à un beau documentaire que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas encore vu. Je rejoins, c'est un point pour souligner la question de la confiance, et notamment la confiance entre acteurs. C'était évoqué tout à l'heure, confiance dans les situations. En fait, qu'est-ce qu'une situation aménagée? Quelle est la capacité de pouvoir comprendre la chaîne d'action et toutes celles et tous ceux qui sont intervenus? Je vous parlais de cette question du pont. Voilà, idéalement, on voudrait que tout le monde puisse comprendre, en fait, faire la généalogie d'un projet, être sur le chantier, comprendre les intervenants, le déroulement des machines, qui les active, la question des maintenances, la question de la réparation et du soin, vous l'avez évoqué. C'est un livre très important, récent, de Jérôme Denis et David Pontille. Voilà, je pense que tout ça, c'est de la confiance dans des situations. Et puis, peut-être une dernière chose, parce qu'il me semblait à vous écouter aussi que vous mettez beaucoup en avant quelque chose qu'on peut lire comme une valeur, comme un intérêt, et la plupart du temps, on n'a pas les bonnes lunettes pour le lire, c'est le bricolage, c'est vrai, c'est le tâtonnement. En fait, tout caporal, tout capitaine sait qu'il va falloir tâtonner pour pouvoir nous orienter. Et ça, cette question du tâtonnement, on la voit quand même rarement comme une capacité réelle. Donc, ça renvoie certainement à cette idée que tout projet dérive et que tout projet va pouvoir à peu près bien cheminer s'il a pu construire beaucoup d'associations avec des acteurs, avec des actants, avec des invisibles. Ce que vous dites dans votre papier, comme vous êtes 5, il faut quand même que je vous renvoie aussi au papier. Vous le dites bien à un moment donné, c'est à la fois il va falloir faire sans et il va falloir faire avec.
donc sans tous les éléments de la croissance urbaine des Trente Glorieuses, pour le dire vite, et faire avec les invisibles, les sous les radars, ceux qui ne s'étaient pas manifestés jusqu'alors, et mince, les voilà qu'ils débarquent. Voilà, ça je pense que c'est une belle phrase de votre texte, c'est une petite pirouette pour moi, qui me permet de dire que, en effet, je crois qu'on est d'autant plus en capacité d'être dans le lâcher-prise, qu'on a quand même globalement un cadre compris par la plupart des gens, une relative stabilité, on le voit dans beaucoup de domaines de notre vie quotidienne, même on a quand même besoin de cette stabilité-là, à ne pas confondre avec la bureaucratie des normes, etc. Vous voyez bien ce qui est derrière. Donc voilà, c'était un petit propos, un petit rapport, j'espère que ça donnera l'occasion de rebond. Merci beaucoup, Laurent. Voilà, moi, je suis effectivement sensible à l'analogie avec la musique, avec ce passage vers les musiques improvisées et tout le champ créatif que ça ouvre et tout ce que ça veut dire. Donc, je serais ravi de découvrir l'ouvrage que je connaissais pas, que tu as évoqué. Et puis, pour répondre après à l'autre question liée à la standardisation, c'était effectivement une de nos cible potentielle, un de nos usual suspects. Est-ce que la nécessité de formater des produits d'aménagement, des produits d'urbanisme, conduit pas finalement à appauvrir la qualité, l'urbanité finalement dont on parle parfois, la qualité, la capacité à s'approprier toutes les particularités d'un site local, et donc à dupliquer, à répliquer des bonnes pratiques de manière un peu monomaniaque parfois. Mais voilà, je pense qu'il est temps de vous donner la parole. J'aurais aimé recueillir votre ressenti sur quelque chose que vous avez parfois un peu évoqué rapidement, c'est que ce terrain de jeu qu'il nous offre, il est quand même compris dans un cadre normatif qui est assez contraint et qui n'est pas nécessairement souple. Le cas de la commande publique, beaucoup de nos missions y interviennent. Actuellement, est-ce que pour vous, ça nous permet déjà de se poser vraiment cette question de est-ce qu'on peut lâcher prise, ou au contraire, est-ce que l'obligation de respecter les normes nous contraint dans ce raisonnement, et est-ce qu'on doit attendre que le législateur nous ouvre la voie, ou au contraire, est-ce que c'est à nous de nous porter et d'inviter le législateur à la réflexion de est-ce qu'il doit aussi parfois lâcher prise? C'est une question qui a été abordée. Maud, je vois que tu es prête à... Je peux faire un début de réponse. Je passerai volontiers le... Enfin, en fait, tu utilises deux choses, le cadre juridique et la norme. Pour moi, c'est des choses complémentaires. Ce que tu demandes, en fait, la question que tu évoques, elle fait écho à ce que tu disais tout à l'heure sur il y a la commande. Effectivement, on a des contrats qui sont écrits, qui sont parfois ou peuvent paraître rigides, mais qui sont pas totalement fermés si on ouvre à la négociation ou à l'adaptation, à l'échange et à l'ajustement. On peut les ajuster, et je suis assez d'accord avec cette idée-là, mais je pense pas qu'aujourd'hui elle soit dans l'exercice naturel et logique. Nous, on le vit, c'est-à-dire qu'on se retrouve de plus en plus confronté à ça. En t'écoutant, je me disais, mais c'est peut-être la logique de l'évolution des choses. J'ai la sensation qu'on est de plus en plus à devoir échanger et négocier l'ajustement de nos contrats par rapport à ce qui se passe réellement sur nos missions. C'est quelque chose qui nous est parfois retourné aussi comme quelque chose qui peut être parfois aussi mal vécu par le commanditaire. Là où en t'écoutant, je me disais, mais est-ce que c'est pas une forme de normalité sur lequel on devrait être plus à l'aise, tous les parties prenantes, et en confiance pour pouvoir arriver à atteindre le bon objectif. Mais j'ai la sensation qu'aujourd'hui, c'est pas dans notre culture commune d'avoir cette relation-là pour faire avancer les choses. Donc oui, elle existe. Après, est-ce qu'elle est totalement bloquante? J'en sais rien. C'est plutôt qu'est-ce qu'on en fait, comment on la vit, comment on la pratique en fait. Moi, le sujet aujourd'hui, je pense qu'il est surtout là. Michel, ça serait intéressant de t'entendre sur cette question, mais je voulais juste d'abord poser la question à Camille, parce que il se trouve que dans les interviews qu'on a fait dans le cadre de nos travaux collectifs, tu avais été en contact avec Michel Ronet, qui est une notaire, qui faisait un certain nombre de réflexions justement sur notre capacité finalement à nous réfugier de temps en temps derrière les normes. Et est-ce que tu peux détailler un petit peu ça? Ce que disait Michel Ronet, donc de l'étude Chevreux, et ce qu'elle a souvent tendance à dire quand les parties prenantes se retournent vers elle, collectivité ou privée, pour dire il faut inventer quelque chose parce qu'on s'en sort pas, etc.
elle a souvent tendance à dire qu'effectivement tout est déjà présent dans le droit et qu'il suffit de s'en saisir et qu'il y a énormément d'outils dont on ne se saisit pas ou dont on se saisit mal ou auxquels on ne donne pas l'état d'esprit. Donc je pense que l'outil n'est pas toujours bloquant. Nous, enfin, il se trouve que l'entité que je dirige, on est pouvoir adjudicateur, donc je passe des marchés publics, mais on se donne de la souplesse dans la façon de les passer parce que précisément, on sait qu'on est sur des programmes qui sont mouvants et on ne veut pas complètement se bloquer. Donc je pense que c'est une confiance importante et de se mettre, finalement, pour que cette confiance elle advienne, il faut se mettre sur un rapport d'égalité. Et on a trop tendance à se mettre sur un rapport de servilité les uns avec les autres, le commanditaire avec le prestataire. Et dès lors qu'on se met sur un rapport d'égalité, en tout cas, nous, on a fait un marché public assez original qui s'appelle le marché de partenariat d'innovation, qui est un marché par lequel, en fait, on co-construit la solution, puis ensuite on peut l'acheter. Ce que je constate, ça a été très long, ça a été très compliqué, ça nous a demandé plein d'avocats pour faire tous les cahiers des charges, mais à la fin, j'ai pas l'impression d'être un prestataire ou un fournisseur, j'ai l'impression d'être avec un partenaire parce qu'on a tous les deux intérêt à ce que ça réussisse. Et c'est ça finalement qu'il faut réussir un peu à instiller peut-être. Et alors Michel, de ton côté, est-ce que tu penses qu'on peut inviter des improvisateurs de jazz sur la partition de la commande publique? Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que mais tu viens de dire l'essentiel. Je pense que j'ai enseigné pendant 10 ans le code des marchés publics à des élèves fonctionnaires. Bon. Et je présentais toujours le code des marchés publics comme une boîte à outils. Et dans cette boîte à outils, il y a plein de possibilités. Le problème aujourd'hui une partie des problèmes des marchés publics pour l'administration, c'est que les cahiers de clauses administratives et techniques sont extrêmement ficelés et empêchent toute innovation, toute imagination. Bon. Et il faut lâcher prise, il commence ça dans les services, c'est laisser les acteurs faire preuve d'imagination là où le droit le permet et le droit le permet. Je termine sur un exemple simple, enfin simple, non très compliqué, mais on porte un énorme projet à plus de 250-300 millions d'euros de rénovation du parc des expositions de Bordeaux. Bon. Méthode classique des services, c'est on écrit le cahier des charges pour dire ce qu'on veut de ce parc des expositions qui doit intégrer des activités économiques, etc. Ma réponse est de dire, mais à quel moment vous avez interrogé les acteurs économiques pour savoir ce qu'ils veulent? Ah ben on l'a pas fait, mais on sait. Non, vous ne savez pas. Bon, trouvez-moi l'outil qui va nous permettre d'associer les acteurs économiques à la définition des besoins. Ah oui, mais les acteurs économiques, les entreprises, ils veulent gagner de l'argent. Ben, heureusement qu'elles veulent gagner de l'argent, les entreprises. Ouais. Bon, nous, c'est pas notre affaire, mais c'est l'affaire de l'entreprise. Donc, ne me présentez pas ça comme un empêchement de travailler avec. Bon. Après, notre question, c'est combien ils veulent gagner et surtout comment ils veulent le gagner. Bon, ça, mais je rentre pas là-dedans parce que je veux pas me froisser. Hein. Bon. Mais vous voyez, c'est ça le sujet. Et donc, on a terminé par un outil. On a mis 1 an pour réfléchir parce qu'il a fallu faire accepter. On crée une CMOP avec un tiers investisseur. Et maintenant qu'on a le tiers investisseur, on va écrire le cahier des charges. Voilà. Donc, tous les outils sont là. Simplement, il faut accepter le lâcher prise. Les besoins, quelquefois, il faut dire que l'administration, elle ne sait pas les définir parce qu'elle n'a pas la connaissance. Je travaille pas du tout dans l'aménagement, je travaille dans le numérique. Justement, dans le numérique, une fois qu'on a terminé un projet, en fait, on livre un projet, la production, on le met en production, et on s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'on a une maintenance corrective. S'il y a des bugs, on est chargé de corriger les bugs. Mais on a aussi une maintenance évolutive, c'est-à-dire qu'on est chargé d'observer justement les usages, de connaître ces nouveaux usages et d'y répondre. Alors, on enlève rarement des fonctionnalités, mais enfin, on en rajoute quand même au fur et à mesure. Et du coup, je me demandais, en fait, comment ça se fait que dans les projets urbains, on ne peut pas se permettre de proposer qu'on va vérifier, et c'est pas forcément dire on s'est trompé, on a mal estimé les usages. C'est juste dire, en fait, comme vous disiez, les usages, au début, on ne les connaît pas, et puis ils vivent, en fait. Donc, s'autoriser à expérimenter, à observer ce qui se passe dans ce qu'on a conçu. Voilà, c'était un petit parallèle avec le numérique, si ça peut inspirer. C'est intéressant parce on l'a évoqué cet après-midi, hein, sur la possibilité de tester. Et là, ça va même plus loin, c'est que ça voudrait dire même s'autoriser à ajuster un aménagement a posteriori et avoir un temps d'accompagnement pour l'adapter, là où aujourd'hui, effectivement, on est sur une livraison finie.
juste en réaction à ça, on n'est peut-être pas obligé d'attendre qu'on l'ait livré, en fait, l'aménagement, et que pendant les études, on pourrait expérimenter et tester. Parfois, on dit, il faut, je prends un exemple assez fréquent, supprimer du stationnement. Et souvent, il y a plein de gens qui commencent à crier, ah, il n'y a déjà pas assez de place et vous allez encore en supprimer. Pourtant, on a des études, des données qui nous disent qu'on peut les supprimer. Donc, on est sur un débat d'experts et d'usagers, qui ont chacun un point de vue et personne ne sait qui a tort ou qui a raison. Peut-être que parfois, supprimer 10 places sans rien dire à personne, juste en mettant quelques objets sur l'espace public, ça peut être une terrasse, ça peut être un pot de fleurs, ça peut être plein de choses, et ben on va se rendre compte qu'il n'y a personne qui se rend compte qu'on a supprimé 10 places. Et ça fonctionne. Si on doit rendre une rue piétonne, on pourrait très bien la barrer et sans rien faire, mettre juste une barrière au bout de la rue, voir comment elle vit, quel usage arrive. Et peut-être que ça alimenterait les programmes. Et ça éviterait peut-être une frustration, une déception au moment de la livraison d'un ouvrage, de se dire ah zut, on n'a pas vu ça, on a oublié ça. Voilà. Peut-être voilà, dans nos méthodes de travail et façon de faire, de s'autoriser justement à tester, expérimenter, et ça rejoint un petit peu la réflexion d'Anaïs sur la partie du numérique, de comment on pourrait projeter ça dans les métiers de l'aménagement. Merci Arnaud. Par rapport à cette approche de l'urbanisme, il y en a qui veulent réagir. Ce que vous dites, c'est vrai, et le Covid a été un temps extraordinaire pour avancer là-dessus. Et la difficulté qu'on a, c'est que maintenant que tout ça est derrière nous, on s'imagine que c'est pas possible. Si vous prenez l'aménagement des boulevards de Bordeaux, je ne sais pas si vous connaissez Bordeaux, il y a des boulevards circulaires qui étaient un tuyau à voiture, puisqu'il y avait 2 fois 2 voies. Bon, on a profité de l'absence de circulation au moment du Covid, puisque la circulation a été de fait réduite, pour mettre de la peinture au sol, et donc supprimer sur un bon nombre, sur 70% à peu près des boulevards, de la circulaire, pour mettre des voies réservées bus et vélos. D'abord avec de la peinture jaune. Ça a fait hurler quelques personnes, etc. Le trafic a repris. Et au bout d'un an, la peinture jaune est devenue de la peinture blanche définitive avec voie bus, et plus personne n'en parle. Donc ça, c'est possible. Ça a été possible dans des conditions qui étaient exceptionnelles, voilà. Mais je suis tout à fait d'accord, ça serait une méthode de pouvoir tester. Alors, je voyais votre voisin qui est juriste, là, quand vous avez dit on peut fermer une rue en mettant une barrière, c'est malheureusement, il faut quand même un arrêté du maire, c'est un peu plus compliqué, hein. Bon, donc je l'ai vu réagir, mais je pense qu'il faut tester des choses comme ça. Ça a été possible pendant le Covid, et réduire de 2 voies, une 2 fois 2 voies dans une ville, c'est pas rien, hein. Bon, ça a été fait, et je pense que c'est des choses qui peuvent être testées, mais là aussi, ça suppose un rapport de confiance, ça suppose un rapport d'explication avec les citoyens. Bon, puis il faut dire que la presse nous aide pas beaucoup, hein, sur ce sujet-là, parce que la presse locale, je ne sais pas comment elle est ici, mais ailleurs, là où je vis, elle a tendance à faire monter la pression en permanence, quoi, plutôt que d'essayer de positiver les choses, quoi. Voilà. Donc, il y a tout ce rapport aux citoyens qu'il faut accompagner. Alors moi, c'est pas vraiment une question, c'est une réflexion, et je pense qu'elle n'est pas tout à fait aboutie, parce que je vous écoute et en même temps je réfléchis. C'est sur l'inattendu et la capacité à recevoir l'inattendu, parce que c'est les propos d'Amandine qui m'y ont fait penser, en disant finalement un cyclone tous les 4 matins. Alors je sais même plus si c'est de l'inattendu, si c'est de la routine, mais ça me fait penser que nous, un cyclone, c'est plutôt inattendu. Enfin, toutes choses égales avec la météo France, etc. Et je me dis, l'inattendu aussi, c'est la capacité à recevoir, en fait. Parce que je pensais à cette capacité à recevoir et se dire, finalement, si je me mets dans la posture, le mot que j'aime pas trop, mais bon, quand même, je le prends, dans la posture de je vais recevoir, j'accepte, en fait. C'est le rapport à la fatalité. Il me semble qu'il y a des gens qui ont un rapport à la fatalité qui font que quoi qu'il arrive, inattendu ou pas inattendu, ils vont le prendre. Et ils vont le prendre et faire avec.
et faire avec, recycler, enfin trouver des solutions. Et moi, ce que ça m'évoque, c'est que je suis assez d'accord, c'est quelque chose de limite désirable, voire à souhaiter, parce que quelque part, ça va aller chercher au fond de nous une capacité à imaginer, une capacité à agir, une capacité à vivre en fait. C'est ça que je trouve important, enfin, et intéressant dans l'inattendu, c'est que quelque part, c'est vivre. S'il n'y a pas d'inattendu, c'est juste végéter. Alors après, j'entends que nous, alors là, du coup, je sors carrément de mon rôle de prestataire, mais c'est que nous, notre contrainte, c'est elle est de vivre. Elle est souvent, effectivement, on n'est pas traité à égal, on n'a pas confiance en nous, on a toujours l'impression qu'on va la faire à l'envers, alors que dès qu'on instaure une relation de confiance, de partenariat, on peut aller, je pense, assez loin, et pas forcément avec des milliards, quoi. Mais c'est ça, c'est de comprendre ce que chacun a besoin. Et ça va au-delà du besoin. Voilà. Enfin, c'est pas encore très clair dans ma tête, mais ça chemine. Voilà. Merci Christelle pour ce témoignage. Oui. C'est plutôt aussi un rebond pour prolonger les coronapistes, on les a appelés comme ça à un moment donné. C'est vrai que ça a été une occasion de pouvoir tester et préfigurer parce qu'il n'y avait plus toutes ces voitures à faire circuler. Donc il y a parfois des occasions qu'il ne faut pas rater en se disant tiens c'est le moment et on va pouvoir le faire et je pense qu'il y a eu un avant-après dans l'occupation de l'espace public, ça je vois bien. Ça s'est fait à d'autres moments aussi. Moi j'ai souvenir des entretiens avec des acteurs de l'aménagement et plus nantais sur l'arrivée des doubles ronds-points à Saint-Herblain. Jean-Marc Ayrault, maire de Saint-Herblain, Yann Le Gall, ingénieur, qui s'était beaucoup mis en avant sur « je suis l'inventeur du double rond-point ». En fait, le truc a commencé avec des bottes de paille au milieu de la voirie. C'est ça un rond-point, où vous mettez un obstacle au milieu et vous invitez les gens à tourner autour. C'était low cost, low tech, totalement. Et je me dis, bon bah voilà, vous pouvez tester, vous faites 3 mois ça, vous dites, ok, voilà ce qu'on a observé, retour d'expérience, c'est très riche. Je pense que c'est beaucoup plus riche que n'importe quelle simulation, modélisation, qui ne passerait pas par le fait que c'est advenu, que c'est dans l'espace public, que ça va occasionner de l'inattendu, des problèmes, des frictions. Donc comment acceptons-nous aussi ces frictions? Ça veut dire ça aussi, le lâcher-prise, c'est qu'il va se passer quelque chose dans l'espace public. Si on n'a une approche thérapeutique préventive, du genre il risque de se passer quelque chose, voilà, il y a une sorte là aussi, de confiance dans l'espace public qui est aussi un rapport où il y a de l'altérité, du frottement, où des choses vont arriver qui ne seront pas maîtrisées. Merci Laurent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous évoquiez au démarrage de vos interventions sur la nécessité de réinterroger le projet, de le questionner, voilà, et vous avez eu des réponses qui se sont orientées vers des questions de culpabilité et que vous vous adressiez, c'est-à-dire on se donne pas le temps en fait de réinterroger le projet ou adresser à vos commanditaires qui ne vous laissent pas le temps de le faire. Et pourtant, il y a des territoires, notamment le design, voilà, le design thinking ou le design management, qui sont utilisés aussi par les collectivités, où l'interrogation en fait du projet et de la question est la partie qui souvent est la partie la plus ample en fait du projet, là où la concrétisation est la partie la plus resserrée parce que réinterroger le projet, le maturer ensemble entre commanditaires et partenaires, c'est probablement le temps nécessaire pour trouver les bonnes réponses. Voilà. Donc je voulais vous interroger sur ça. Et puis j'avais une question à laquelle vous pourrez répondre, mais qui t'est peut-être adressée, Maud, parce que tu parlais et ça m'a saisi. Je trouvais ça très intéressant. La question autour de la domination. De l'humain, du non-humain. Sur l'humain, vous trouvez des solutions, notamment au travers de vos, comment dire, je sais pas le terme, voilà, de votre démarche de dialogue citoyen. Mais comment est-ce que vous trouvez des réponses pour interroger le non-humain et peut-être la nature? Est-ce que vous avez des trames de réflexion sur le sujet pour interroger la nature et la façon dont vous agissez aussi sur elle? Sur le sujet de la nature,
c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et je pense que c'est pas la même approche, c'est-à-dire qu'il y a une forme de lâcher prise. Il y a certes à un moment donné une conception des choses qui sont mises en œuvre, mais qui sont peut-être pensées différemment et des associations qui s'inspirent de l'existant, donc de retour de connaissances que l'on peut avoir par des experts environnementalistes, par des écologues, par des botanistes. Et après, c'est une forme de lâcher prise pour laisser la nature faire. Et je pense que c'est une démarche qui rejoint le sujet du test, du droit à l'erreur, et à partir du moment où on est OK sur le fait que si on revient sur le sens de la nature, pour moi la nature c'est quelque chose qui fonctionne tout seul en fait. Et donc du coup c'est comment on réunit les conditions pour qu'à un moment donné, on parle de l'espace vert dans le paysage. Le paysage c'est beaucoup plus large, mais là on touche à l'espace vert. Cet espace vert va se développer naturellement seul et on accepte ces conditions-là, on est OK avec ça. Et derrière, il y a une forme d'entretien, de gestion qui doit aller avec. Si on veut revenir sur une domination, une maîtrise, on revient sur une autre manière de penser les espaces verts. Ça a existé, c'est des grandes périodes de l'histoire. Pourquoi pas? Ça peut encore exister, ça peut être à propos dans certains espaces, mais on n'est effectivement pas dans les mêmes approches. Donc du coup, pas dans les mêmes réponses auprès de nos commanditaires, pas dans la même manière de penser la gestion et dans une forme d'échange sur l'acceptation de ce qu'on laisse se mettre en place et s'auto-développer. Clémence, tu souhaitais ajouter quelque chose? Oui, en complément, c'est vrai qu'il y a aussi la question de comment est-ce qu'on s'autorise, on a beaucoup parlé de ce terme-là, à évaluer aussi l'impact finalement de ce qu'on a pu proposer sur un territoire, un aménagement. Et il faut aussi qu'on prenne ce temps-là. Il y a l'évaluation, pas au sens purement chiffré, métrique, etc., mais plutôt de retour d'expérience collectif. Et qu'on se pose quelques années plus tard, qu'on y revienne plusieurs fois et qu'on se dise qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché ou moins bien marché, et en tirer aussi des enseignements pour être toujours dans cette démarche aussi d'amélioration un peu continue. Et ce que tu disais aussi, Laurent, sur ne laisser place à l'inattendu, c'est aussi finalement se dire qu'on va être parfois dans l'échec, entre guillemets, mais dans le sens positif. Ça, ça fait beaucoup écho à plein d'échanges qu'on peut avoir entre collègues ou avec nos partenaires, clients, etc. C'est aussi se dire, être dans une posture de test, d'expérimentation, de retour d'expérience, c'est se dire, oui, on va faire des erreurs. Parfois, on peut être en échec, mais c'est ça qui fait qu'on va finalement être au plus proche, aussi, comme tu le disais, Christelle, on est dans des projets qui vont vivre. Et il faut du coup que ça passe par des balbutiements, des choses qui vont plus ou moins bien marcher ou pas. Et déjà, qu'on soit tous conscients de ça, ça ferait déjà évoluer les choses, je pense. Merci Clémence, ça sera presque le mot de la fin. En tout cas, c'est ce qui me permet de rebondir moi sur la petite conclusion que j'avais en tête, qui est que en fait, avec cette contribution qu'on a soumise à la revue de l'UQAM, l'idée c'était pas de prétendre réinventer les choses, d'avoir trouvé une formule magique, une solution qui allait fonctionner. C'était plutôt de faire référence justement à des courants professionnels. Elisa, tu citais le design. Laurent, tu rappelais aussi l'inspiration de Patrick Bouchain pour l'architecture avec la preuve par 7. Il y a tout le courant du paysage aussi avec Gilles Clément et le jardin planétaire. Donc on n'est pas sur un terrain nouveau, inédit, on est plutôt dans une tradition qui existe et qui vient beaucoup d'ailleurs de la permaculture. Ce qu'on retrouvait dans l'exposition de Sébastien Marot, merci. Qui resituait bien l'histoire et l'héritage en fait des courants pensés qui viennent de l'agriculture vernaculaire et de la permaculture pour inspirer un art du laisser-faire, un art du lâcher-prise maîtrisé ou souhaité, encouragé. Et donc, ce qu'on souhaitait à travers cette contribution écrite, c'était aussi de lancer un peu une tribune et de voir en quoi, dans nos métiers,
qui sont souvent présentés comme des métiers d'ingénieur avec quelque chose qui serait, j'en reviens au cadre un peu cartésien, rationnel, une espèce d'hyperlogique qui viendrait contraindre le cadre et nous fermer finalement la capacité à être nous aussi des improvisateurs, à savoir jouer des impromptus, de l'inattendu et à savoir enrichir nos projets de ce qui va advenir chemin faisant. Et donc, à travers cet article, l'idée, c'était aussi de faire réagir notre communauté professionnelle, nos clients, nos partenaires, pour savoir dans quelle mesure eux aussi se sentent concernés, ont envie d'y réfléchir avec nous, peut-être de nous aider à faire bouger les lignes là-dessus. Et donc, si le sujet vous intéresse, si le sujet intéresse autour de vous, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On sera très heureux de continuer, d'imaginer peut-être une nouvelle étape aussi avec d'autres sur ce sujet. Pour terminer ce hub, il me reste à remercier très chaleureusement Camille qui a pris un train de Paris, Michel qui a pris un train de Bordeaux, vous toutes et tous qui nous avez rejoints de Nantes, qui nous avez suivis ici, qui nous suivez à distance. Remercier très fort la merveilleuse équipe com qui a déployé des talents d'inventivité et d'improvisation pour organiser ce hub ici dans des conditions extra. Donc merci beaucoup Valentine, merci Marine, merci Rose. Merci aussi à Christophe qui s'est fendu d'une affiche très originale pour ce hub. Et puis pour ceux qui ont la chance d'être ici, on poursuit les échanges autour d'un verre. Merci beaucoup.